Bonsoir à tous et merci encore à la machine à lire. Alors ce soir, nous sommes ici pour parler de ce dernier livre de Serge Grandval qui s'appelle Reconquista. Rapidement, je vais évoquer sa bibliographie, mais je dis rapidement parce que en dernière page des bouquins, en général, on a pas mal de renseignements et on y reviendra après. Donc c'est le quatrième, alors c'est pas le quatrième livre, mais c'est le quatrième roman. Après 2 romans qui se déroulent autour des îles Marquises, les îles du Santal à la part du requin, là c'est à nouveau un retour sur la guerre d'Espagne. Donc parler le deuxième roman, La rive sombre de l'Èbre, et ce soir c'est la Reconquista. Vous m'entendez bien? Merci. Alors, je voudrais pour introduire cette rencontre, revenir sur deux citations que Serge fait dans ses bouquins. Alors, le premier, dans La rive sombre de l'Èbre, il y a en exergue un tout petit texte de Jorge Semprún qui dit « À quoi bon écrire des livres si on n'invente pas la vérité ?» Et je crois que ça éclairera notre réflexion ensuite. Et à la toute dernière page de Reconquista, c'est une citation de Marie Dariussec qui dit « Je ne choisis pas mes sujets, les livres viennent demander à être écrits. » Et effectivement, ça c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver peut-être. Il y a des sujets qui ont demandé à Serge, est-ce que tu peux les prendre à bout de bras, est-ce que tu peux les écrire pour nous? Et les toutes derniers livres du bouquin renvoient à quelque chose dont on parlera aussi à la fin, des mémoires et des oublis et des douleurs familiales. Parce que c'est pas qu'un roman historique, comme on a commencé à en parler, c'est bien autre chose. Mais à moins que tu veuilles revenir un instant sur la liste des bouquins dont je vais nous parler. Non, je ne veux pas revenir. Tu ne veux pas revenir, de toute façon vous avez tout ça en général dans les biblios, dans les livres. Alors je dis, c'est pas qu'un roman historique, mais c'est d'abord un roman historique. Moi, ce qui m'a marqué d'abord, c'est que le sujet abordé dans ce bouquin, c'est pas un sujet qu'on retrouve dans beaucoup de livres sur la guerre civile espagnole. C'est un truc que j'appellerais la guerre dans la guerre. Alors c'est d'abord un petit peu de ça dont j'aimerais que Serge nous parle, la guerre dans la guerre. Il y a la guerre entre 36 et 39, et puis ensuite de 44 à 45, ou à 46 ou 47, tu me disais, il y a des choses qui continuent en Espagne. Bonsoir à tous, d'abord. Alors, la guerre dans la guerre. Bon, la guerre d'Espagne, bien sûr, tout le monde, j'imagine ici, en connaît un peu. Il faut savoir, pour faire court, parce que on pourrait en parler des heures, que en fait, quand les généraux ont fait leur putsch en juillet 1936, il y a eu donc des gens qui ont résisté à ce putsch, donc des antifascistes. Mais il y avait deux catégories de personnes. Enfin, il y avait 2 camps. Il y avait les révolutionnaires et il y avait les républicains. Les révolutionnaires, c'était des syndicalistes de la CNT, qui étaient très très nombreux. C'était la grande majorité en fait des syndicalistes espagnols étaient affiliés à la CNT, qui était donc un syndicat anarchiste, et une autre partie était un syndicat communiste. Donc, grosso modo, on va dire que ceux qui ont résisté au putsch militaire et ceux qui ont fait échouer ce putsch, ce sont les anarcho-syndicalistes, alliés avec un petit parti communiste qui n'était pas stalinien, qui s'appelait le POUM. Et d'un autre côté, ce qu'on appelait les républicains, c'était tous les partis de gauche, socialistes, etc. Et un tout petit parti qui était le parti communiste stalinien, mais qui était minuscule au début de la guerre. Et la guerre dans la guerre, c'est parce que malheureusement, les démocraties occidentales ont abandonné la République espagnole dès que le putsch a eu lieu. Ça veut dire qu'il y a eu un pacte de non-intervention de l'Angleterre et de la France, alors que les pays fascisants, l'Allemagne et l'Italie, ont par contre aidé massivement le camp franquiste, ce qui fait que les républicains n'ont eu d'autre solution que de se tourner vers l'URSS. Et on va dire que là, à ce moment-là, Staline, qui était le secrétaire général, etc., leur a donné le baiser de la mort, c'est-à-dire qu'il les a embrassés et en fait il les a étouffés. C'est une image que je prends. En fait, sinon, Staline, qui était quand même quelqu'un qui était extrêmement, qui avait une grande perversité, et je pense qu'il était un grand psychopathe. Donc en fait, s'est servi de la guerre d'Espagne pour faire une opération de propagande, pour faire une bonne opération économique, parce qu'il a
il a échangé contre l'or de la Banque d'Espagne eh bien, toutes ces vieilles armes obsolètes et en petite quantité, il les a vendues à prix d'or. Et puis il en a aussi profité pour liquider tous ses opposants, tous les anti-staliniens qui pouvaient se trouver en Espagne, que ce soit dans les brigades internationales ou sur le front ou à l'arrière, enfin voilà, tous ceux qui menaçaient en fait l'hégémonie du Parti communiste. Donc en premier lieu, ces pauvres communistes du POUM qui étaient anti-staliniens, qui étaient un petit parti uniquement catalan, qui se sont fait laminer. Beaucoup de gens connaissent le sort d'Andrés Nin, qui était leur leader, qui s'est fait sauvagement assassiner. Et puis, une bonne partie des anarchistes les plus virulents, enfin les plus actifs, ont été aussi supprimés. Donc voilà. Donc cette guerre dans la guerre, en fait, c'est progressivement la prise de contrôle du Parti communiste et de stalinien et de la police secrète soviétique sur le camp républicain, jusqu'à prendre le pouvoir absolu. Mais de défaite en défaite. Voilà. Mais enfin, ça a été une trahison terrible pour le camp républicain, pour les révolutionnaires évidemment, parce que le Parti communiste, par stratégie, avait pris la défense des propriétaires et de la bourgeoisie. C'est-à-dire il était totalement contre-révolutionnaire, ce qui était assez surprenant de la part des descendants des bolcheviks. Mais voilà, c'est ainsi. Donc c'est la première fois, une des fois dans l'histoire où les communistes ont été contre la révolution. Bon alors, en fait, tout ça pour dire que moi, j'ai pas voulu faire un bouquin sur la guerre d'Espagne, ça a été fait 1000 fois. Là, en fait, je vous dresse un tableau des forces en présence, mais ce bouquin, c'est bien autre chose que ça. En fait, j'ai créé un personnage, j'ai créé un personnage qui s'inscrit dans ce contexte et qui va devoir, vivre et choisir son camp. Oui, du début à la fin, nous entendons, alors de manière différente, la voix de quelqu'un qui est commissaire de police à Barcelone. Inspecteur de police. Inspecteur de police qui est proche du parti ou qui est membre du Parti communiste. Au début, en fait, il n'est pas du tout politique. C'est pas du tout politique. En fait, lui, ce qui l'intéresse, c'est de rendre la justice. Au tout début, c'est un idéaliste justicier qui se rend vite compte que finalement, on ne le paye pas pour être un justicier, on le paye pour servir l'ordre, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais au début, mais peu à peu, il se rend compte, après le putsch, que finalement, c'est vers les communistes qu'il faut se tourner si on veut avoir des armes, si on veut que la guerre soit gagnée, etc. Donc il y a toute une dynamique qui se fait autour de cette idée-là, sachant que c'est le Parti communiste qui prend qui prend le pouvoir sur la police de Barcelone, parce que c'est un Barcelonais. Donc son commissaire, son supérieur hiérarchique, est quelqu'un qui est un inconditionnel de Staline. Donc en fait, lui, même s'il n'est pas encarté au début, peu à peu, il va se rapprocher quand même des idées de son chef, d'autant que son chef lui fait entièrement confiance, que c'est un flic modèle. Donc en fait, il va se trouver un peu, par son sens du devoir, par son respect de la hiérarchie, de l'obéissance, son goût de l'ordre. Voilà. Peu à peu, alors que sa vie personnelle est tout à fait différente, il va se trouver pris dans une logique, il va choisir en fait de se mettre dans une logique qui va être au final assez négative. Oui, parce qu'il a une amie, Esperanza, qui est anarchiste, membre de la CNT, qui va avoir un destin tragique. Et progressivement, ce personnage va voir autour de lui tous ces liens se défaire. Et Serge, au début du roman, nous met face à quelqu'un qui est seul. Quelqu'un qui est seul et qui se parle à lui-même. Alors, il va nous lire quelques pages, mais auparavant, je reviens sur... Alors, l'écriture m'a paru extrêmement intéressante parce qu'il y a un point de vue, mais en même temps, il y a deux points de vue. Puisque vous allez le voir dès les premières lignes qu'il va lire, on est dans les Pyrénées ariégeoises en octobre 1944, et dans le bouquin, c'est écrit en italique, et c'est au passé et à la première personne. Et puis 2 pages après, on passe à la première personne, au présent, et les caractères sont des caractères romains. Ça vous permet donc de voir alterner
chez eux-mêmes, deux points de vue différents. En fait, il essaie de se retrouver, de se parler à lui-même. Alors je pense que le moment est peut-être venu que tu lises quelques pages. Je vais juste vous expliquer un tout petit peu la structure de ce livre. En fait, c'est un livre qui est écrit sur une double temporalité. Il y a le temps de l'action, le temps de l'histoire, c'est-à-dire ce personnage qui s'appelle Matteo Canalis, donc cet ancien flic, donc a fui Barcelone au moment de l'arrivée des troupes franquistes, la veille, en janvier 1939, et dans la foule des réfugiés, donc il est passé par le camp d'Argelès, ensuite il a trouvé du travail dans un petit bourg thermal, enfin, il a travaillé sous l'occupation, il est devenu alcoolique, il a à peu près tout perdu de ce qu'il était. Enfin, c'était quelqu'un qui avait un statut social important, qui avait du pouvoir, qui était connu, reconnu, respecté, craint à Barcelone, qui avait une vie, voilà, qui a connu un grand amour, mais qui a été trahi à la fois par l'idéologie à laquelle il avait adhéré. Il y a eu d'autres trahisons sur son chemin qui l'ont meurtri, et puis il a l'impression que sa vie est totalement ratée par sa propre faute. Il se mortifie beaucoup. Et donc il est allé, voilà, il est en France, donc ça se passe en 1944, donc ça fait déjà 5 ans qu'il est en France, 5 ans qu'il boit. Et 5 ans qu'il travaille à refaire les routes, il est devenu agent des ponts et chaussées. Donc il creuse des trous et il les rebouche. Il conduit des chasse-neige. Et voilà. Et donc, en fait, il est dans une logique mortifère. Et il se trouve qu'en octobre 1944, il se passe quelque chose en France. Les Alliés ont débarqué en Normandie, puis ils ont débarqué en Provence. Et tout d'un coup, beaucoup d'Espagnols qui étaient arrivés en 1939, qui se sont engagés dans la résistance française, et donc qui ont fait le maquis, se disent, mais finalement, le régime franquiste, qui est donc un des derniers régimes fascistes d'Europe, est peut-être pas loin de s'effondrer. Enfin, c'est le moment, voilà, les Alliés vont faire tomber tous ces dominos. Donc c'est le moment de nous mobiliser, nous, maquisards espagnols en France, et d'aller créer une tête de pont en Espagne, libérer un morceau de territoire, aller replanter le drapeau de la République, et ensuite les Alliés vont nous suivre, la population espagnole va se soulever, le régime franquiste va se démoraliser, va abandonner enfin voilà, et on va reconquérir l'Espagne. Donc ils ont créé un groupe d'Espagnols à imaginer cette opération qui s'appelait Reconquista d'Espagne. Et ils se sont lancés donc, dans les Pyrénées au mois d'octobre. Donc il y avait à peu près 7000 guerrilleros tout le long de la chaîne qui faisaient des opérations de harcèlement. Et le gros des troupes, 4000 personnes, 4000 donc, hommes armés, se sont rentrés dans le Val d'Aran, dans une partie qui était plus accessible, parce qu'elle est au nord des Pyrénées, en espérant donc, voilà, conquérir ce bout de territoire et le défendre jusqu'à l'arrivée des renforts alliés, ou français. Évidemment, ça ne s'est pas du tout passé de cette façon. Mais donc, notre personnage, Matteo Canalis, ce flic déchu, et ben en fait, qui en fait se suicide lentement dans l'alcool, va se dire, mais finalement, voilà une bonne façon de mourir pour de bon, et mourir l'arme à la main. Donc, en fait, il va s'engager dans une brigade de cette opération de Reconquista pour mourir en essayant de tuer un franquiste, s'il peut. Bon, et évidemment, ça ne va pas non plus se passer comme ça. Mais voilà, donc on a le temps de l'action, c'est le temps de son engagement. Voilà, il va partir avec une brigade, voilà, mal préparée, mal armée, dans les intempéries, dans la montagne, alors que cet homme n'est pas du tout en état de supporter une marche en montagne. Il n'est pas du tout non plus en état de supporter le manque d'alcool, parce qu'il boit tout le temps. Donc il va se trouver vraiment en grosse difficulté, et avec une hâte d'en finir. Et en même temps, il est assailli par son passé. C'est-à-dire son passé, tous ses échecs, tous ses ratages,
Bon, c'est un roman noir, hein, c'est pas très... c'est pas beaucoup d'humour. Voilà, il est assailli par son passé, et donc il se remémore toutes ces périodes, enfin les périodes récentes. Les souvenirs commencent, il a des souvenirs d'enfance, mais les souvenirs les plus prégnants sont ceux du printemps 36, où il est tombé amoureux de cette jeune ouvrière. Donc l'idylle qu'il a pu vivre, bon, puis après tous les événements qui se sont enchaînés, donc il se remémore tout ça, tout ce qu'il a pu faire. Donc il a une espèce de monologue intérieur, et donc le bouquin est scandé par sa marche, parce qu'en fait il va errer beaucoup dans cette montagne, et donc je ne vais pas trop en dire là-dessus, enfin voilà. Et puis son monologue intérieur, et à un moment donné tout ça va se rejoindre. Ce personnage, tu le suis pas à pas sur les sentiers pyrénéens. On a l'impression quelquefois que ce que tu écris, tu l'écris avec sous les yeux une carte de la région. Alors tu ne crois pas si bien dire, parce que j'ai effectivement fait ce trajet avec lui, avec ce personnage. Parce que en fait, je me suis basé pour écrire cette histoire sur le témoignage d'un Espagnol qui vivait en France et qui avait effectivement participé à cette opération de Reconquista. Et donc j'ai eu accès à une documentation sur cette opération et sur ce qu'avaient vécu les gens qui s'y étaient engagés. Et notamment, je me suis basé sur l'itinéraire de gens qui faisaient partie de la 468e brigade, qui est une brigade qui s'est égarée dans la montagne. C'est-à-dire que ces brigades, pour certaines, n'avaient pas de communication, il n'y avait pas de poste radio pour communiquer avec l'état-major, n'avaient pas non plus de ligne de ravitaillement suffisante. Donc en fait, cette 468e brigade s'est égarée dans la montagne. D'abord, elle s'est perdue, elle n'est pas arrivée à l'endroit où elle devait opérer une jonction avec une autre. Quand ils sont arrivés à un col qu'ils devaient défendre, il n'y avait personne, alors qu'il devait y avoir déjà d'autres gens en place. Enfin bon. Et comme l'ordre, il n'y a pas eu de contre-ordre, d'ordre de repli, donc en fait, et l'ordre c'était toujours de continuer à avancer. Donc en fait, cette brigade a continué à avancer, et puis finalement, les gens se sont dispersés. Il y a eu des embuscades, il y a eu des accrochages. Donc voilà, je me suis basé sur cet itinéraire, mais il y a un moment donné où j'ai plus d'informations, je ne sais plus où ils sont, je ne sais plus où sont les gens. Puis moi, comme j'ai créé un personnage qui n'a jamais en réalité fait partie de cette brigade, que j'ai intégré, donc en fait, il a fallu que je lui trouve un itinéraire. Donc en fait, j'ai étalé une grande carte de ces Pyrénées-là, des Pyrénées centrales, et à partir du moment où il y a une embuscade, et où ce personnage va se retrouver seul, et en fait où il va décider, comme il n'a pas réussi à mourir, en se faisant trouver la peau par les franquistes, il se dit qu'il va peut-être réussir à mourir dans la montagne, de froid et d'épuisement. Donc il se dit, je vais essayer de rentrer en France par la montagne, mais rentrer là où il travaille habituellement, c'est-à-dire assez loin, beaucoup plus à l'est. Donc sans ravitaillement, dans son état d'épuisement, avec son délire de sevrage alcoolique, il va partir dans la montagne. Et donc je lui ai trouvé un itinéraire, j'ai essayé de le faire un itinéraire long, mais il était tellement épuisé que j'ai pas pu le faire passer par les endroits où je voulais. Donc j'ai dû composer avec lui pour lui trouver des passages qui puissent grimper, quoi. Donc j'ai dû lui trouver à manger à un certain moment, parce que sinon il ne peut pas continuer. J'ai dû lui trouver un endroit pour dormir. Voilà, il a fallu que j'arrive à le faire durer pour qu'à la fois qu'il ait le temps, qu'il ait l'énergie de passer l'école et puis d'arriver, de passer de l'autre côté. Et puis voilà, pour que cette errance, parce qu'en fait c'est le cœur même du récit, c'est cette errance solitaire de ce personnage dans la montagne, qui lutte contre lui-même, qui ne sait pas en fait s'il veut mourir ou vivre, et qui se trouve face à ses choix, face aux choix qu'il n'a jamais fait, face au deuil qu'il n'a jamais fait. Et en fait, dans cet univers de montagne qui est hostile, qui est grandiose, qui est dur, en fait, il est nu face à lui-même, face à sa médiocrité, face à ses erreurs, mais aussi face à son humanité. Et donc, c'est cette errance-là, c'est ce combat douloureux qui va lui faire choisir, en fait, s'il veut revenir vers la vie
ou s'il doit s'abandonner. Voilà, donc, voilà, le choix de l'itinéraire n'était pas neutre, et en fait je l'ai bien indiqué dans le livre, voilà, toutes les étapes de son parcours. Voilà. Oui, c'est ça. Donc tu suis pas à pas le personnage pour essayer de le comprendre, et peu à peu tu arrives à le comprendre, et tu arrives à le rejoindre en même temps, je crois. Et on peut peut-être, puisque le temps passe, terminer sur ce personnage d'anti-héros. Ce personnage principal d'un roman de guerre qui est un roman d'homme très dur, mais dans lequel, quelquefois, éclaire, un roman qui est éclairé par des visages de femmes. Alors, il y a la première, il y a la seconde, il y a une mère, il y a une fille, etc. Donc on arrive, et puis il arrive finalement à prendre en compte le thème de la paternité, parce qu'il se découvre, je ne sais pas si on peut aller jusque-là, pour ne pas dévoiler l'intrigue, mais c'est important aussi. La manière dont finalement il va acquérir une sorte de rédemption à partir de ces rencontres successives. Oui. En fait, c'est un personnage qui a des failles, et qui a perdu sa mère quand il était jeune. C'est un personnage qui est assez pessimiste, sur la nature humaine. Il s'est senti, quand il était enfant, trahi quand son père s'est remarié, quand il a dû quitter le foyer pour partir à Barcelone travailler. Donc, il a connu un grand amour miraculeux, d'ailleurs qui est tellement intense, lui qui avait quand même peu l'habitude des sentiments, qu'il trouve à un moment donné dans le livre que c'est presque insupportable. Mais voilà, ce grand amour va se terminer tragiquement, et ça se termine tragiquement, et Matteo s'accuse lui-même de ne pas avoir réussi à protéger sa fiancée, parce qu'il s'était donné pour mission de la protéger, et il n'y est pas parvenu. Donc en fait, c'est un peu le début de sa descente, c'est-à-dire cet amour dans lequel il avait placé tellement d'espoir, et qui disparaît. Donc ça voilà, en fait, c'est à partir de ce moment-là qu'il commence à se laisser gagner vers son côté le plus négatif. Parce que c'est un garçon qui au début était assez idéaliste, mais qui se fait rattraper par une réalité très dure, qui est la réalité de son quotidien de flic barcelonais, qui au début traque la délinquance, qui au moment où les communistes prennent le pouvoir dans le commissariat, il se met en fait à traquer les opposants. Donc il change complètement de métier, il devient en fait un flic politique, alors que c'était pas du tout sa culture. Et alors même qu'il est amoureux d'une fille qui fait partie plutôt des gens qu'il est censé traquer. Donc ça lui pose quand même des problèmes de conscience. Donc il faut donc cet homme s'arrange avec sa conscience, il fait des mauvais arrangements, et il choisit pas. Donc et puis à partir du moment où il se fait piéger, où il perd en fait ce qui le tenait, cette espèce d'innocence qu'avait sa fiancée qui s'appelait Esperanza, qui était une jeune femme très idéaliste, et qui lui amenait une fraîcheur et quelque chose qui le tenait et qui l'empêchait de sombrer dans le cynisme. Et puis à partir du moment où il disparaît, en fait, voilà, il sombre dans le cynisme. Et puis voilà, il va se mettre à faire des choses vraiment pas du tout sympathiques. Et puis il va rencontrer une autre femme, mais là c'est une rencontre qu'il va subir, c'est quelque chose qu'il n'a pas choisi. Cette femme va tomber enceinte, donc il va avoir l'impression que le destin en fait se moque de lui. Pour terminer, j'aimerais que tu reviennes un peu sur le lien qui peut exister entre la rive sombre de l'Èbre et Reconquista. Entre le premier roman espagnol et le deuxième. En fait, il faudrait que je fasse une confession devant le public, que je vous dise quelque chose. C'est que je me sens une sorte d'espagnol imaginaire. C'est-à-dire que en écrivant ces livres, je tente de m'approcher
d'une histoire qu'on ne m'a jamais racontée et de personnes que je n'ai pas connues. Voilà, parce que j'ai en fait une ascendance espagnole qui, comme je dis à la fin de l'histoire, enfin à la fin des remerciements, je dis mémoires et douleurs familiales. C'est une façon de parler qui n'est pas tout à fait exacte. Il faudrait plutôt dire douleurs et oublis familiaux. Parce que la mémoire est très très peu présente, puisque les principaux protagonistes des événements, de ce qui s'est passé avant 1939 ont disparu. Et ceux qui restent, en fait, ont oublié. Parce que en fait, ceux qui avaient la mémoire ne leur ont pas transmis ce qu'ils avaient vécu. Et voilà, ils étaient dans le déni, enfin, ou plutôt dans une espèce d'énergie de survie. Donc en fait, moi j'ai accès à très peu de mémoire. Très peu de mémoire. Et moi en fait, je m'attache à comme disait François au début, à quoi bon écrire des romans si on n'invente pas la vérité? Et j'aime bien cette formule, parce que j'invente des histoires vraies. J'invente mes histoires à moi, mais elles sont vraies, parce qu'elles convoquent des gens qui auraient pu vivre ce genre de choses. Pour ce roman Reconquista, j'ai été inspiré par le personnage de mon grand-père, qui était effectivement, lui, flic communiste à Barcelone. J'ai jamais su ce qu'il avait fait. Personne ne le sait dans ma famille. Je ne sais pas quelle a été sa vie. Je ne sais à peu près rien de lui. Mais en écrivant cette histoire d'un flic alcoolique, je lui raconte quelque chose qui lui parle de ce que je vaux, je lui raconte une histoire qui m'a inspiré et qui peut-être l'aurait amusé s'il avait pu la lire. Bon, je le traite pas non plus avec beaucoup de délicatesse, hein, je le traite en salaud. Mais peut-être est-ce qu'il a été, je n'en sais rien. C'est un roman. Quant à La Rive sombre de l'Èbre, c'est aussi un roman de cette nature, c'est-à-dire que là je me suis inspiré du frère de ma grand-mère, d'un grand-oncle qui est mort sur l'Èbre en 1938, que je n'ai bien sûr non plus pas du tout connu, donc je ne connais pas la ville, donc je ne connais rien. Et donc j'ai eu envie d'inventer un personnage qui lui ressemble, enfin pas qui lui ressemblerait, parce que j'en sais rien non plus, mais enfin en tout cas, qui l'évoque. Qui évoque cette période et qui évoque ce que pouvait être la vie dans un village du bord de l'Èbre à cette époque et ce que pouvaient être les engagements de jeunes hommes qui avaient 18, 19 ans à ce moment-là, quels étaient leurs choix, quels étaient leurs idées. Voilà, ce sont des livres qui sont assez différents, qui racontent pas du tout les mêmes histoires, mais qui procèdent de la même démarche. Ouais. Voilà. Rappelons que ce livre qui vient de paraître est issu d'une certaine manière d'une résidence à Barcelone. Tu as vécu il y a 2 ans, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Je crois de retrouver la trace de la maison de ce grand. J'ai eu une chance extraordinaire. J'ai toujours eu beaucoup de chance. Donc la chance, une fois de plus, était avec moi. J'ai eu une bourse d'écriture de la région Nouvelle-Aquitaine qui m'a permis de me payer une résidence d'écriture à Barcelone où j'ai séjourné pendant le mois d'août 2018. Et le hasard faisant bien les choses, eh bien, cette résidence se trouvait à 300 mètres de l'appartement que mes grands-parents avaient quitté en janvier 1939 pour ne jamais y revenir. Donc c'était vraiment c'était très drôle, c'était très émouvant. Et donc je passais régulièrement devant leur immeuble, je regardais les fenêtres du premier étage qui était leur appartement, et je me disais, tiens, si je sonnais à la porte, peut-être il viendrait à la fenêtre et je pourrais monter les voir. Donc c'était chouette. Et bon, puis Barcelone m'a beaucoup servi, parce que jamais je n'aurais pu écrire ce livre
sans bouger d'ici. Il fallait que j'aille là-bas parce qu'en fait, toute la partie des souvenirs du personnage, c'est son quotidien à Barcelone, de 36 à 39, ses trajets quotidiens, sa vie, voilà, ses sorties, voilà, sa vie d'homme, de citadin, voilà. Et donc, et puis tout ce qui se passe dans cette ville, qui est une ville particulière, entre la montagne et la mer. Donc dans cette résidence m'a permis d'abord d'aller aux archives historiques de Barcelone, récupérer toute la presse de l'époque, les journaux, d'avoir accès à toute une documentation qui m'a fait comprendre ce que c'était aussi cette guerre dans la guerre dont tu parlais au début. Qu'est-ce que c'était au quotidien à Barcelone. J'ai découvert des choses que j'ignorais complètement, comme par exemple la guerre du pain. La guerre du pain à Barcelone, dans ces années-là, c'était les patrouilles, les milices révolutionnaires des quartiers qui étaient chargées de faire la distribution des produits de première nécessité, dont la farine. Mais le chef de l'approvisionnement en farine de la capitale était un communiste, stalinien. Alors que les patrouilles, qui étaient les patrouilles de quartier, étaient des anarchistes. Ce qui fait que pour décrédibiliser les anarchistes, pour les affaiblir, pour les rendre impopulaires, le Parti communiste avait donné comme consigne au chef de l'approvisionnement d'oublier quelque temps les trains de farine en gare, sur des voies de garage, et puis de ne les livrer qu'au dernier moment, etc. Et donc ce qui réduisait la population ouvrière, celle qui avait le moins de moyens, donc à la famine. Mais c'était très efficace, parce que du coup, il y avait des mouvements de foule contre les anarchistes, qui étaient traités d'incapables et de la fameur du peuple. Donc c'était... Bon, j'ai appris des tas de choses sur voilà, les dessous et la laideur, la médiocrité de cette guerre dans la guerre, qui était une catastrophe complète. Voilà. Et puis sur toutes les exécutions extrajudiciaires qui pouvaient avoir lieu la nuit, ces fameux paseos où les flics emmenaient les dissidents pour les... Les tchécas. Oui, et les tchécas, donc, qui ont été ouvertes par les services secrets russes, par le parti, etc., pour interroger et éventuellement éliminer les opposants. Donc c'était... Voilà, cette résidence à Barcelone, c'était à la fois me retrouver dans cette ville originelle, on va dire familiale originelle, donc dans laquelle j'ai inventé des circuits. Je me suis dit j'allais sur les places boire à des cafés où peut-être ils étaient allés eux-mêmes. Donc c'était très grisant. Et puis aussi voilà, avoir accès à une information de première classe, quoi. Donc ça, c'était vraiment génial. L'histoire, je sens qu'il y a deux cohortes de gens bien plus forts que moi. Donc c'est pas l'histoire qui m'intéresse, encore que je considère ça comme un décor. Mais je voudrais savoir si ce grand-père que tu n'as pas connu, tout ce que tu n'as pas connu et que tu recrées, est-ce que c'est une manière de rechercher le temps perdu? De rechercher le temps perdu, ouais. Comme Proust? Oui, peut-être. Ou comme Modiano. On décrit très bien les choses qu'on n'a pas vues. Oui, oui. Je sais pas, si vous le dites, effectivement. C'est une question. Oui, je pense que c'est une façon de recréer quelque chose que je n'ai pas connu. C'est l'imagination, en fait, elle est très efficace dans ces cas-là. Ouais. Recréer une histoire, recréer une histoire vraie. C'est pour ça que je dis que l'histoire avec le H, le grand H, sert de décor. Oui. En fait, c'est un... Voilà, mais ce roman, c'est un comme tout roman, je pense, pour que ça soit bien, c'est un tricotage entre une histoire, entre l'histoire et ma façon de la voir, oui. Et puis entre une quête personnelle de ce monde-là, de ce monde d'avant le cataclysme, que je tisse avec tout un tas de choses. Voilà, et tu as créé un personnage là-dedans. Et j'ai créé un personnage de toutes pièces, mais comme Stendhal au milieu des batailles. En quelque sorte. Maintenant, la question que j'ai pour vous, j'étais très touché
de votre main un espagnol peut-être imaginaire, parce que je suis assunime. Croyez-vous que ces nombreuses œuvres comme le vôtre, des gens qui sont nés beaucoup après ces événements, ont les racines de quelque chose d'inguérissable? Je parle à la guerre civile, comme la flotte des écrits au travers de la Shoah, encore quelque chose d'inguérissable, et continue à tourner ces événements dans l'esprit. Est-ce que ça a joué une place dans votre écriture? Alors, merci de cette question qui est beaucoup très intéressante. Je ne sais pas si c'est inguérissable, mais parce que je pense que les livres, ils ont quand même le pouvoir de guérir. Je pense qu'ils guérissent un peu. Enfin, ils apportent du baume un peu sur les plaies. Je pense que je ne sais pas, peut-être je me trompe, hein, mais j'ai la faiblesse de penser que peut-être, si mon grand-père avait pu lire ce livre, ça lui aurait fait du bien. Peut-être pas, hein, mais en tout cas, moi, ça m'en fait beaucoup. Et les gens de ma famille qui sont voilà, dans les douleurs et les oublis familiaux, je pense que ça leur en fait aussi du bien. Parce que c'est vrai que cette terrible guerre a été tellement cruelle, hein, tellement destructrice, ça a fracassé des vies de tant de gens, que la mémoire, tout ce que nous, les descendants, qui que nous soyons, ce qu'on peut faire pour alléger la peine des morts, je dirais, et ben, c'est toujours bien, c'est toujours bon, et ça fait du bien à tout le monde, et ça entretient cette mémoire. Je pense que la mémoire, c'est quelque chose, quand on la convoque et quand on la traite bien, je pense que c'est quelque chose qui est de nature à apaiser. Voilà, je pense ça, quelque chose comme ça. S'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie beaucoup de votre attention, de vos questions.